Alors bonjour, mon nom est André Langlois, je suis directeur administratif de l'unité de recherche et de développement d'agroalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue, une institution de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Carole Lafrenière, je suis professeure-chercheur à l'UQAT en agroalimentaire et je travaille à la station agroalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue qui est localisée à Notre-Dame-du-Nord. Marie-André Sylvestre, je suis agente de recherche à la station de recherche en agroalimentaire à Notre-Dame-du-Nord. Quand on a mis le projet en marche par rapport à construire une station de recherche, on a fait une étude de localisation pour savoir où est-ce qu'on serait le mieux pour se situer. Et puis, Notre-Dame-du-Nord est sorti un petit peu en dehors en tout cas, il s'est bien positionné par rapport, stratégiquement, par rapport à la proximité avec l'Ontario. Dans le domaine de la recherche, il faut créer des partenariats. Puis pour créer ces partenariats-là, il faut avoir des gens avec qui on va être capable de travailler. Puis du côté de l'Ontario, il y avait une ferme expérimentale du côté de New Liskeard, qui est à proximité de Notre-Dame-du-Nord. Puis c'est comme ça qu'on s'est dit, en localisant ça à Notre-Dame-du-Nord, il y aura moyen de créer ces partenariats-là avec les gens de New Liskeard. Puis New Liskeard, c'est associé à l'Université de Guelph, donc qui est une des plus grosses facultés d'agriculture au Canada. Donc, c'était un élément qui a joué beaucoup en sa faveur pour instaurer ou placer, situer la station de recherche en Notre-Dame-du-Nord. On a mis en place 4 principaux laboratoires. Donc, un en chimie analytique, un en microbiologie, un en bioénergie, puis un autre qui est notre, on va appeler ça notre labo-champ. Travaillé récemment sur notre planification stratégique et on a sorti 4 grands axes de recherche sur lesquels on voulait accentuer nos recherches. Il s'agit de la valorisation des plantes fourragères, de la certification des produits agroalimentaires, l'agro-environnement et puis la qualité des viandes. Ce sont les grands axes de recherche sur lesquels on veut travailler. L'origine de tout ça est bien sûr la valorisation des fourrages. Ça a été notre leitmotiv, si on veut, depuis la création de l'unité de recherche en 1997, donc on est existant depuis ce temps-là. Le groupe de recherche a travaillé en tout premier lieu sur le bœuf à l'air, qui a conduit vers le produit ou la marque de commerce Vitalipré. Et puis après ça, on a continué à travailler dans le sens de la valorisation, mais dans un sens un peu plus large. C'est pour ça qu'on a englobé un petit peu la certification des produits agroalimentaires. C'est une chose qui s'en vient dans la commercialisation. De plus en plus, les consommateurs vont demander à avoir une confirmation de ce qu'ils mangent. Donc, certifier que certains produits contiennent des produits ou n'en contiennent pas. Puis pour ça, ça demande de la recherche et ça demande des méthodes pour les quantifier et pour vérifier si effectivement elles sont présentes ou non. Le lien qu'on a avec les producteurs est plus au niveau du créneau accord. Donc, le créneau accord a mis en place des cellules innovantes qu'on appelle, qui est un regroupement de producteurs agricoles qui vont faire du transfert technologique sur un thème précis. Donc là, présentement, ils ont un projet sur le pâturage 200 jours, donc échelonner la période de paissance sur une plus longue durée. Donc, améliorer de ce point de vue-là, diminuer les coûts par rapport à l'alimentation. Si on va récolter directement sur une prairie, ça demande de la machinerie, différentes choses. Alors que si on le fait du côté pâturage, c'est la vache elle-même qui se nourrit. Et ces regroupements-là nous aident à faire ce transfert technologique-là. Et la dynamique qui est créée aussi, s'ils font face à certaines problématiques, on est proche, nous, d'eux autres. Donc, si ça nécessite de la recherche plus poussée, on prend ça en charge, puis on va mettre en place un projet de recherche qui va faire avancer les choses. L'idée, c'est d'acidifier le fourrage, d'acidifier la plante, et la façon de faire ça, c'est de fermenter. De la même façon qu'on fait le yogourt, c'est des bactéries qui portent les mêmes noms, mais sont différentes parce qu'on ne veut pas... les bactéries dans l'ensilage travaillent à des températures moins élevées. Mais le principe est le même. C'est que pour conserver l'ensilage, ça nous prend un milieu où il n'y a pas d'air, les silos,
ou une balle ronde enrobée avec plusieurs couches de plastique qui empêchent l'air de rentrer au niveau de la balle. Et par la suite, c'est de s'assurer que l'air ne réentre pas dans le silo. Et à la sortie, à ce moment-là, on a une régie pour alimenter les animaux pour procéder de façon rapide pour pas que le matériel se remette à travailler. Parce que quand on regarde ça, fondamentalement, c'est une fermentation. C'est-à-dire que c'est des micro-organismes qui sont là. Et on s'entend que c'est pas comme dans un hôpital. On ne contrôle pas les bactéries qui sont là-dessus. On essaie de diriger les bactéries. On appelle ça des fermentations semi-contrôlées. C'est-à-dire que, naturellement, j'ai des bactéries lactiques qui sont sur la plante. Et pour les favoriser, je vais créer un milieu pour être capable qu'ils puissent croître en grand nombre. Et le fait qu'ils croissent en grand nombre, ils vont éliminer d'autres micro-organismes. Fait que, en jouant avec les autres micro-organismes, ils vont produire de l'acide lactique. L'acide lactique, c'est acide, le mot le dit. On va éliminer d'autres bactéries qui, eux autres, ne sont pas capables de tolérer une grande acidité. Et à ce moment-là, ça va nous permettre de bien conserver. Parce que ce qu'on veut conserver dans l'ensilage, on veut que la plante qu'on a récoltée, qu'on retrouve la même valeur alimentaire. Et c'est l'objectif de base de faire de l'ensilage. On travaille en recherche avec les silos. La difficulté, c'est qu'un silo vertical, pour nous, c'est une répétition. Fait que quand j'ai des traitements, par exemple, si j'ai plusieurs types de mélanges de plantes fourragères, je dois répéter 3 à 4 fois chaque mélange. Ça veut dire qu'à la rigueur, j'aurais besoin d'une trentaine ou d'une quarantaine de silos. Ce qui fait que je ne peux pas faire ce type de répétition-là. Fait qu'on commence à travailler avec des silos expérimentaux. Les silos expérimentaux, au fil, il y en a de plusieurs grosseurs, mais quand on travaille d'abord en parcelle pour aller sélectionner les meilleurs traitements, on va travailler avec ce type de silo-là. C'est le même principe que de travailler la viande sous vide ou tout ce qui est emballé sous vide, c'est qu'on met notre ensilage, notre plante fourragère là-dedans, on enlève l'air et on provoque la fermentation. Et on a eu soin auparavant de mettre plein de traitements là-dessus et on a nos répétitions. L'objectif de ça, c'est quand les producteurs ouvrent leur silo. Parce que eux autres, ils font la récolte, ils mettent dans le silo, ils ferment le silo, mais lorsqu'ils veulent alimenter les animaux, ils réouvrent le silo. Et à ce moment-là, l'ensilage est ouvert, il y a de l'air, et j'ai enlevé l'effet anaérobie, si on veut, l'absence d'air, j'en ai plus. Fait qu'à ce moment-là, la conservation est différente. Et ce que je veux voir, c'est la période que j'ai pour nourrir les animaux avant que le matériel se détériore. On appelle ça, nous, la stabilité aérobie. Ça veut dire la stabilité en présence d'air. Et ça, c'est important pour les producteurs parce que lorsqu'ils soignent les animaux, lorsqu'ils les nourrissent, si l'ensilage se met à chauffer, si la température augmente, la vache arrête de manger. Et à ce moment-là, la quantité d'énergie qu'on avait prévu qu'elle ingérait n'est pas là et la production laitière diminue. Pour le bovin de boucherie, bien, la quantité, si on veut, le gain moyen quotidien, là, le nombre de grammes de viande que je produis par jour est diminué, etc. Fait que, et l'autre chose que ça apporte, c'est que lorsqu'on ouvre ça par la suite, c'est surtout les moisissures qui se développent. Et les moisissures, certaines moisissures peuvent produire des mycotoxines. Et lorsque c'est ingéré par les animaux,
puis que c'est des vaches gestantes, on a des avortements qui peuvent être provoqués par ça et une diminution de la production. Notre méthode de dilution, pour avoir la dilution la minimale, c'est qu'on pèse 20 grammes et on va diluer après ça avec une solution qu'on a préparée. Et on a dans la solution un surfactant qui est un savon, dans le fond, qu'on appelle le Tween 80. Et l'idée de ça, c'est pour venir agiter au niveau des feuilles pour être sûr de décoller toutes les bactéries pour être capable de les énumérer sur nos milieux de culture. Ici, j'ai un stomacher qui, dans le fond, n'a pas été développé pour la microbiologie, mais a été développé pour la microbiologie ruminale. Et ce que ça fait, c'est le même mécanisme qu'un rumen de vache ferait. Fait que c'est deux petites palettes qui se promènent, mais de façon désaxée. Fait que, par la suite, on fait une agitation de 2 minutes. Puis ce que vous entendez, c'est les petites palettes qui se promènent. Et à partir, dans le fond, de l'échantillon que Carole elle nous a fait au stomacher, là, il faut faire une série de dilutions. Fait que dans le fond, ça, c'est notre première dilution. On a mis 20 grammes avec 180 ml de peptone. Fait que ça fait la première dilution. Fait que dans le fond, après ça, j'ai pris le petit liquide qu'on a là, je l'ai mis dans un tube. Puis là, je prends 1 ml ici que je rajoute dans 9 ml de peptone, qui est la même solution qu'on avait au départ, là. Donc après ça, on prend un 0,1 microlitre de chaque dilution qu'on ajoute sur 3 plats de pétri. Donc on le fait en triplicata. Puis après avoir mis la goutte de 100 microlitres, ce qu'on fait, c'est qu'on l'étend sur la gélose pour qu'elle soit bien étalée partout pour que les bactéries soient facilement comptables après. Après ça, on prend ça, on va les amener dans les incubateurs à des températures spécifiques. Le levure moisissure, il aime pousser à une température d'à peu près 28 degrés Celsius. Fait qu'on les met dans l'incubateur à 28 degrés Celsius pendant 4 à 5 jours, dépendant de la croissance. Puis après un certain temps, là, les bactéries, on va vraiment voir un point. Fait que ça, on compte ça comme une unité de formatrice de colonie. Donc, c'est une bactérie qui a formé une colonie, qui s'est développée, puis que là, on peut la voir à l'œil nu. Donc, c'est à partir de là qu'on est capable de faire un décompte de combien de bactéries au départ j'avais sur mon ensilage. Pour chaque silo, dépendamment, là, on a une sorte de bactéries. Si on va voir les levures, si on veut voir les bactéries lactiques, on fera un autre milieu. On veut voir les entérobactéries, ça sera un autre milieu. Donc, ça dépend ce qu'on veut voir dans notre silo, quel type de bactéries qu'on veut analyser. Puis, on peut répéter ça tout dépendant dans le temps aussi. Là, comme là, cette expérience-là, on ouvre les silos dans différents temps. Donc, à chaque ouverture, bien, on va faire plusieurs analyses de chaque bactérie, là. Nous sommes présentement sur le site de la ferme expérimentale de l'Université de Guelph, à Nolascourt. Et le pourquoi on est ici, on est seulement à 20 minutes de Notre-Dame-du-Nord et ça nous permet d'avoir des parcelles sur le terrain, ce qu'on ne serait pas capable d'avoir à Notre-Dame-du-Nord. C'est sûr qu'on pourrait louer chez un producteur, mais ici, c'est complètement dédié à ça et le personnel de recherche nous aide beaucoup à effectuer les différents travaux qu'on a à faire, comme récolter, déplacer les animaux, etc. Cet essai-là, il est en collaboration pan-canadien. C'est une collaboration, on a les mêmes parcelles à Lacombe, à Brandon, au Manitoba, de même qu'à Normandin et à Truro, en Nouvelle-Écosse. Et là, pourquoi on fait ça? C'est que les pâturages dans l'Est du Canada sont très différents de ceux de l'Ouest du Canada. Question de pluie et aussi question de température. Et à l'automne, nos printemps, c'est vraiment différent de ce qu'on a dans l'Ouest canadien par rapport à l'Est. Juste un exemple, c'est une anecdote, mais ça m'a tellement surprise moi-même qu'à Lacombe, en septembre et octobre, il y a 19 mm de pluie. Alors que nous, ici, au site à Nolascourt, la moyenne durant le mois, c'est 260 mm.
Fait que ça vous donne une idée que les plantes, il faut regarder lesquelles sont les mieux adaptées au pâturage et tout ça. Et c'est ce que ça nous permet de faire ici. L'autre caractéristique de ce pâturage-là, c'est qu'on a, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, probablement, on a des graminées et on a des légumineuses. Et on introduit une légumineuse dans un pâturage parce que la légumineuse a la particularité d'être capable, en prenant l'azote de l'air, de fournir la fertilisation azotée que la graminée a besoin. Ça, on appelle ça une symbiose et c'est vraiment une relation qui est donnant-donnant. La légumineuse donne l'azote et la graminée peut pousser à ce moment-là. Et on a besoin des deux dans le pâturage parce que si on avait seulement des légumineuses, à ce moment-là, quand les vaches arrivent pour pâturer, pour brouter, à ce moment-là, il peut y avoir des problèmes de ballonnement. Et c'est un gonflement au niveau du rumen parce qu'il y a trop de gaz et la vache peut en mourir. Fait que c'est vraiment particulier. L'autre particularité de ces mélanges à pâturage-là, longtemps, la recherche n'a pas cru ce que les producteurs faisaient, c'est-à-dire mélanger plusieurs espèces en même temps en disant que les espèces les mieux adaptées au terrain allaient pousser et que dans le même mélange dans d'autres conditions, c'est d'autres espèces qu'on allait avoir. Par contre, on mélangeait plusieurs légumineuses, plusieurs graminées. Mais la recherche dans les dernières années a fait la démonstration qu'une légumineuse avec un mélange de graminées permettait d'avoir des rendements plus uniformes durant une plus longue période. Et de façon systématique, on a testé une légumineuse avec une graminée, une légumineuse avec 2, avec 3, avec 4, avec 5, avec 6 graminées. Et le maximum est atteint avec 4 graminées. Et le principe en arrière de ça, c'est justement d'avoir l'appétence pour les animaux, parce qu'à un moment donné, quand une certaine hauteur est atteinte, les animaux viennent, ils mangent et ils sélectionnent les plantes qu'ils aiment le mieux. Et après ça, il faut les forcer à manger ce qui reste pour qu'on puisse voir, nous, l'effet du traitement. Parce qu'il faut savoir que le bovin de boucherie ou le gros ruminant ne broute pas de la même façon que le mouton. L'ovin va prendre avec la langue et va venir chercher la plante, alors que le mouton va y aller avec le museau. Et ça demande différents types de plantes à différentes hauteurs. Ce qu'on a ici, le mélange qui est ici, ça se trouve être le lotier avec un certain nombre de graminées. Et ici, on a la luzerne avec aussi un autre mélange de graminées. Et lorsque ça a été pâturé pour la première fois, à ce moment-là, les animaux, on a vu clairement qu'ils aimaient mieux ce mélange-là parce qu'après 24 heures, lorsqu'on est revenu, ici, on était à 5 cm, alors que là, on était entre 10 et 15 cm. Et c'est vraiment une des choses qu'on peut voir lorsqu'on fait pâturer avec les animaux. Fait que le type de recherche qu'on fait sur les pâturages, contrairement à beaucoup d'endroits où on va simuler du pâturage, c'est-à-dire qu'on va faire la même chose, mais au lieu de faire récolter par les animaux, on va aller les couper. Bien, ça nous permet de voir ce genre de choses-là qu'on ne verrait pas avec une récolte mécanique. Fait que le fait de faire cet essai-là ici, au site à Nolascourt avec des animaux, c'est vraiment aidant de ce point de vue-là et ça nous permet de tout de suite voir le comportement des plantes. L'essai sur lequel on travaille ici, c'est les mélanges fourragers à base de luzerne. Et c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais comme beaucoup de secteurs de recherche, on revisite parce qu'on modifie des choses et on veut les vérifier. Dans ce cas-ci, normalement, au Québec, dans la luzerne, on associe beaucoup la fléole des prés, qu'on appelle le mille,
le dactyle, le brome. Mais là, ce qu'on essaie maintenant, c'est des plantes qui ont un meilleur regain après la première coupe. Parce que ce que les producteurs laitiers nous disent, c'est que la luzerne, c'est intéressant parce que les rendements sont bons, la qualité alimentaire est bonne, mais la première coupe, ça nous donne tel résultat et les autres coupes après, ça donne d'autres résultats. Et ça l'amène à modifier les programmes alimentaires et la production laitière au Québec, c'est, moi j'appelle ça la production qui est quasiment réglée au quart de tour. Fait que ça cause certains problèmes parce qu'il faut changer les programmes alimentaires. Fait que ce qu'on essaie de voir avec cet essai-là, dans un premier temps, c'est de dire est-ce qu'il y a une graminée qui serait mieux adaptée à la récolte hâtive de la luzerne, premièrement. Parce que quand on a des mélanges comme ça, on décide de couper en fonction de la légumineuse et non pas en fonction de la graminée. Fait qu'à ce moment-là, bien, souvent, notre graminée, elle va être soit trop tardive ou trop hâtive. Et là, on a d'autres espèces. On travaille avec la fétuque élevée, la fétuque des prés, qui n'est pas des espèces qu'on voit beaucoup ici, et le Festuloleum, qui est une nouvelle espèce, qui est un croisement de deux plantes, mais très peu connue en Amérique du Nord, pour voir si on n'aurait pas une amélioration au niveau de la valeur nutritionnelle et de la digestibilité. Et ce qu'on essaie de faire, on a un site qui est ici, dans le nord, et un site qui est plus dans le sud, à Princeville, et de voir la comparaison entre les deux sites. On s'attend ici de faire 3 coupes, alors qu'au site de Princeville, on va aller chercher 4 coupes. Fait qu'on va regarder le rendement, la valeur nutritionnelle. Le transfert des connaissances au niveau de la région, c'est probablement la force de la région en termes de recherche parce que, par exemple, au mois de juin, on a eu un groupe de producteurs d'Abitibi qui sont venus visiter ici à New Lescard. On a fait faire le tour, on explique les projets, on explique qu'est-ce qui est en cours et au fur et à mesure, on donne les résultats. Ça, c'est une façon de le faire. L'autre façon de faire, on produit pour chacun des projets des feuilles techniques qui sont disponibles. Ils peuvent être disponibles au MAPAC. Ils sont distribués aussi souvent dans les journaux spécialisés. Il y a des articles qui sont faits dans les revues spécialisées, le producteur de lait du Québec ou la revue Bovin de boucherie du Québec. Ça, c'est une chose pour les producteurs agricoles. On a aussi en région, à chaque année, un colloque au niveau bœuf où on passe beaucoup d'informations. Et on est invité aussi à différents colloques provinciaux à faire des présentations. Et du côté scientifique, bien, c'est la publication scientifique et les congrès scientifiques. On a parlé tantôt des projets qui sont actuels, mais il faut rester en vie au niveau de la station de recherche. Donc, on a d'autres projets qui sont sur la table de travail présentement. Alors, il y en a au moins 3 là, présentement sur lesquels on travaille. Un projet sur, on va appeler ça pâturage en différé. Le vrai terme en anglophone, c'est stockpiling. Donc, c'est un pâturage qu'on met en réserve durant l'été pour allonger la période de paissance plus tard à l'automne. Donc, ça allonge notre période. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le plus longtemps on est en pâturage, le plus économique on est. L'autre projet sur lequel on planche aussi, c'est travailler sur qualité des fromages. Donc, au niveau des fromages, il y a toujours l'alimentation qui est à base d'ensilage. Si l'ensilage est plus ou moins bien conservé, il peut y avoir des substances dans l'ensilage qui vont nuire à une bonne fermentation au niveau du fromage. Puis ça, c'est des choses qu'on peut regarder au niveau de la qualité. Le projet sur lequel on a fait un pré-projet, on a travaillé en collaboration avec l'URSTM, Unité de recherche et de services en technologie minérale de l'UQAT, qui étaient des enclos haute densité au niveau des animaux. Enclos haute densité, c'est là où ils sont regroupés les animaux pour l'alimentation au champ. Mais en période
plus humide, comme au printemps ou à l'automne, où est-ce qu'il y a des fortes pluies. Les animaux sont dans des mauvaises conditions, où est-ce que le sol est trempé, et puis ils vont caler dans le sol. Donc, nous autres, on travaille pour durcir un petit peu cette surface-là, mais de façon économique. La façon plus conventionnelle de le faire, c'est avec du béton. Le béton, ça coûte cher. Alors là, nous, on travaille avec un mélange d'argile et de chaux ou d'autres substances qui seraient quand même relativement abordables à prix économique. Puis, on travaille avec ces gens-là, avec les gens de l'ESTM, parce qu'eux autres ont fait des choses avec les remblais miniers qui se rapprochent un petit peu de ce qu'on recherche. Donc, c'est une excellente collaboration. C'est un projet qu'on avait commencé avec eux, puis là, on va aller à une phase 2 par rapport à ça. Donc, on peut dire assez facilement et conclure sur le fait qu'au niveau de la station de recherche en agroalimentaire, ça va bien.